aujourd'hui, on va parler ici de tout ce qui concerne l'identité sexuelle, l'identité de genre, des thèmes évidemment extrêmement intimes, bien sûr, mais voilà, qu'il faut aussi aborder, bien entendu, et qui ont trait au respect de la personne. On parlera aussi des personnes transgenres, et on peut se demander pourquoi nous avons tenu à mettre cette thématique à l'ordre du jour du Doc Café. On pourrait penser que c'est peut-être l'actualité. Vous avez tous entendu parler de ce journaliste de VTM qui a annoncé qu'il changeait de sexe. Et donc, c'est vraiment pas du tout notre objectif. Nous partons de ce que les étudiants nous amènent, ils nous confient lors des entretiens que nous avons avec eux. Alors, ils vont nous parler, bien entendu, de leurs questions, de leurs craintes, de leurs doutes, de leurs peurs, mais aussi de ce qui les tracasse. Nous avons aussi des étudiants qui, par rapport à toute une série de questions, vont avoir la raillerie facile, une raillerie facile de l'humour, comme ils disent, mais qui peut faire extrêmement mal. Donc, dans ce cadre-là, et pour ces doubles raisons, nous avons tenu à ce que aujourd'hui, on aborde des thématiques qui sont des thématiques sensibles et qui excitent aussi, il faut bien le dire, parfois la curiosité, parfois une certaine vindicte et aussi de l'incompréhension. Je vais laisser la parole à Madame qui va nous présenter les intervenants. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée et vos questions sont les bienvenues dans le respect mutuel, bien entendu. Merci beaucoup. Alors voilà, maintenant je vais passer la parole à Frédéric Burdeau, qui est titulaire d'un master en psychologie clinique, qui a entrepris une thèse de doctorat sur l'identité sexuée comme contenant psychique. Vous êtes également coordinateur de l'équipe de prise en charge des difficultés d'identité sexuelle au CHU, manifestement il y a un Larsen, de Liège, et vous êtes également directeur du planning familial à l'UCL. Je vous laisse la parole. Alors, je voulais peut-être parler au départ de cette vision médiatique qui parle du transgendérisme actuellement et qui a tendance souvent à proposer une vision assez simpliste de success story où finalement les gens arrivent avec une souffrance d'identification croisée au niveau de leur genre, c'est-à-dire que le sexe est d'une certaine donnée et le genre est d'une autre donnée. Il y a une souffrance qui est liée à ça. Ces gens, généralement, passent par une transformation et puis après, ça se passe mieux. Et on est souvent confronté, à travers les médias, à cette success story qui présente les choses de manière simpliste. La réalité est évidemment beaucoup, beaucoup plus complexe que ça et on se rend compte quand on accompagne des personnes qui sont dans une souffrance identitaire ou qui sont dans un questionnement identitaire, parce que la souffrance n'est pas forcément inhérente à cette transformation, que souvent, il y a une histoire, un parcours de vie qui permet de comprendre d'où viennent ces personnes, pourquoi elles émettent ce désir, pourquoi il y a cet inconfort ou cette décision de vouloir transitionner. Pour comprendre vraiment le fonctionnement actuel, je pense que c'est intéressant de remonter aux prémices du concept de transsexualisme. Et on trouve dans des écrits psychiatriques au XIXe siècle déjà des descriptions de psychiatres qui expliquent des situations de personnes qui ressentent un inconfort lié au genre qui ne correspondrait pas à leur sexe biologique et qui désirent pouvoir transitionner. Il faut attendre pendant les années 30 pour avoir les premières interventions chirurgicales qui vont permettre une transformation de certaines personnes. À ce moment-là, on est vraiment dans une idée très stéréotypée du masculin, du féminin, du mâle-femelle, avec cette possibilité de transitionner de l'un à l'autre sans intermédiaire entre les deux. Et donc, il y a des premières interventions chirurgicales qui sont faites dans les années 30 par un sexologue qui s'appelle Hirschfeld, qui a beaucoup défendu la cause des personnes LGBT. Et c'est notamment le cas de Lily Elbe, dont vous avez probablement vu le film de Danish Girl ou lu le bouquin. Et donc, c'est une personne qui a subi une intervention chirurgicale de vaginoplastie et puis il y a eu une greffe d'un utérus et ça n'a pas pris et malheureusement elle en est décédée comme c'est expliqué dans le film. Maintenant, il y a eu d'autres cas qui ont survécu à ça, qui ont continué leur vie dans cette nouvelle identité. Il faut attendre des années 50 pour avoir une transformation qui va se poser sur un trépied psychiatrique, endocrinologique et chirurgical. À ce moment-là, c'est l'équipe de Benjamin, dans les années 50, qui propose cette structuration. Et donc là, les psychiatres exigent une sorte de diagnostic pur. À ce moment-là, on parle de diagnostic transsexuel. Et le terme de transsexuel apparaît à ce moment.
Et ce diagnostic pur, c'est d'avoir vraiment la conviction intime et profonde d'appartenir à l'autre sexe et de souhaiter une transformation de l'un vers l'autre. On va donner des transformations. Une fois que le diagnostic pur est rencontré, on va donner une transformation hormonale et une transformation chirurgicale. Ils vont d'abord devoir passer par une période d'environ 1 an et demi, dans lequel les candidats vont devoir se conformer progressivement au sexe demandé et prouver qu'ils sont effectivement de ce sexe-là. Dans les années 50, il y a eu pas mal de cas qui ont été assez médiatisés, comme le cas Jorgensen aux États-Unis, qui est devenue chanteuse dans un cabaret à Broadway. En France, il y a eu le cas de Coccinelle qui a été aussi très célèbre. Et donc, on est toujours à ce moment-là dans l'idée qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre hommes et femmes et que si on ne se sent pas bien, forcément, c'est qu'on veut être l'autre. À partir des années 70-80, il y a des groupements d'études, les études concernant le genre, les Lesbian and Gay Studies, qui vont progressivement, par leur action militante, infléchir cette conception binariste du genre et amener l'idée que finalement, le genre n'est pas forcément lié au sexe de départ et qu'il existe des personnes qui ont un genre atypique ou qui ont un genre délié et qui vont prôner finalement la possibilité de revendiquer de la manière dont on le souhaite le genre que l'on ressent à l'intérieur. Et donc on va progressivement avancer avec cette conception qui va écarter les pôles de masculin et de féminin pour donner une sorte d'éventail de possibilités au niveau de l'expression du genre. Donc ce que les militants queer, féministes, LGBT revendiquent, c'est le droit à la libre expression et le droit à disposer de son corps comme on l'entend et le transformer comme on le souhaite. C'est une attaque qui est lancée contre le concept de transsexualisme qui était développé dans les années 50, parce que ce concept de transsexualisme est progressivement attaché de plus en plus à des questions pornographiques. Et donc, il est dégradant et humiliant pour les personnes transgenres qui ressentent cette difficulté ou qui ressentent ce désir-là. Donc, on va progressivement abandonner ce terme de transsexualisme pour aller vers le concept de transgenre. Et il est attaqué également parce qu'il ne permet pas parce qu'il contient une imposture. Beaucoup de militants LGBTQI, donc lesbiennes, gays, bi, trans, queer et intersexes, donc affirment que le changement de sexe n'est finalement pas vraiment possible parce que la seule chose qu'on peut changer, c'est l'apparence et l'expression du genre, mais que le sexe finalement, on ne sait pas très bien à quoi ça peut faire référence, mais ça n'est pas changeable. La fonction n'est pas changeable. Et donc il y a beaucoup de personnes qui disent que le transsexualisme, c'est-à-dire le passage d'un sexe à l'autre, c'est une imposture parce que ce n'est pas possible fondamentalement. Et donc on va progressivement abandonner ce concept de transsexualisme pour se centrer sur celui de transgendérisme, transidentité, transition. Donc là, il y a une sorte de changement de paradigme où c'est le primat du genre sur le sexe et l'abandon des idées de sexe. Alors, le genre, finalement, c'est un concept qui est extrêmement complexe parce que si on a l'impression, si on sait ce qu'on ressent à l'intérieur, ce sentiment d'être homme ou femme, quand on commence à le questionner, c'est extrêmement compliqué de savoir où se trouve la source de revendication. Parce qu'elle peut être identitaire, elle peut être politique, elle peut être anthropologique, culturelle. Et finalement, cette question du genre se retrouve au centre de toute une série d'autres questions de rapport entre hommes et femmes, mais aussi au cœur des questions de féminisme, de patriarcat, de binarisme, mais aussi de progrès médicaux. Actuellement, il y a plusieurs champs de recherche qui concernent le transgendérisme. Il y a des recherches qui sont essentiellement biologiques et qui essayent de savoir si la question transgenre est une question qui est innée ou acquise et quelles sont finalement les modalités biologiques qui permettraient d'expliquer les étiologies qui viennent soutenir le transgendérisme. Alors, on fait pas mal de recherches pour voir les différences entre les hommes et les femmes, et alors on perd les hommes transgenres, les femmes transgenres, et on essaie de voir s'il y a des similitudes entre les deux, et d'essayer de voir si les causes sont semblables. C'est toujours très difficile de savoir si finalement les modifications qui concernent les personnes transgenres sont des causes ou des conséquences du transgendérisme. Donc finalement, il y a toute une série de présomptions de causes qui permettent de mettre en évidence des différenciations organiques, mais il y a aussi énormément de causes dans l'environnement et dans l'histoire familiale de chacune des personnes qui permettent de comprendre cette demande identitaire.
Alors il y a aussi toute une série d'études qui sont au centre de recherche d'amélioration de la qualité de vie. On essaie de savoir si finalement la question du transgendérisme, la transformation permet d'améliorer la qualité de vie des personnes et si la souffrance au départ est atténuée par les transformations. Et là on a pas mal de résultats qui sont contradictoires parce qu'il y a des biais au niveau du recrutement des sujets. Il y a pas mal de sujets il y a des attentes du chercheur au départ qui peuvent influencer les biais de sélection des sujets. Et il y a pas mal de sujets qui vont avoir tendance à plus parler des qualités, des améliorations de la qualité de vie plutôt que des choses négatives. Donc on conclut assez vite à un impact positif ou négatif au niveau de la qualité de vie et de l'amélioration post-opératoire, mais sans vraiment tenir compte de toutes les difficultés qui concernent le recrutement des sujets. Il y a des études qui cherchent à vérifier l'amélioration de la qualité de vie je pense à une par exemple par rapport au taux de mortalité des sujets en post-opératoire et on a essayé de voir de quoi les personnes mouraient et si elles mouraient plus vite que les personnes qui n'étaient pas concernées par le transgendérisme et on s'est rendu compte qu'il y a quand même un taux 6 fois plus élevé de personnes transgenres qui se suicident en post-opératoire que de personnes qui ne sont pas concernées par la question. Il y a beaucoup aussi de personnes qui développent des cancers plus rapidement que la norme. Enfin voilà, il y a toute une série d'indices qui permettent de dire que la qualité de vie est améliorée, mais quand même pas tout à fait. Mais on aura peut-être l'occasion de revenir plus longuement là-dessus. Et alors, il y a une série d'études aussi qui cherchent à comprendre les mécanismes d'identification genrée et tout le rôle du genre dans l'organisation identitaire générale. Parce que finalement, c'est extrêmement difficile de savoir si cette amélioration de la qualité de vie chez les personnes qui sont transformées ou qui sont transitionnées, c'est très difficile de savoir si la discrimination du corps social n'est pas la cause de cette difficulté d'épanouissement par la suite, parce qu'il y a énormément de discrimination chez les personnes transgenres. Donc voilà, ce qu'on peut conclure, c'est que finalement, la question du transgendérisme est une question extrêmement complexe parce que finalement, il y a autant de transgendérisme qu'il y a de personnes transgenres. Et chacun vient avec son histoire, avec son vécu et avec sa conception particulière de son genre et son envie de l'exprimer comme il le souhaite. On est souvent loin des success stories populaires et l'analyse de la demande du changement montre souvent qu'il y a beaucoup de facteurs de développement et d'environnement qui sont très complexes. C'est une demande il y a souvent une souffrance inhérente à cette demande qui est à écouter, à recueillir et à accompagner. Et voilà, il y a surtout impérativement une nécessité de lutter contre toutes les formes de discrimination qui concernent les personnes transgenres pour les aider à pouvoir s'affirmer comme elles le souhaitent. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons passer au deuxième intervenant. Et donc Madame Bakker, vous êtes docteur en biologie de l'université Erasmus à Rotterdam et vous êtes neuroendocrinologue, membre du GIGA Neurosciences et vous êtes spécialisée dans la biologie de la différenciation sexuelle du cerveau. Alors nous allons vous donner la parole et je pense adopter un point de vue un petit peu différent de celui de Monsieur Burdeau. Merci. Bonsoir à tout le monde. Évidemment, je ne viens pas de la Belgique, je viens de Hollande, donc je viens peut-être un peu une autre culturelle aussi, dans ce sens-là, aussi vis-à-vis justement la transsexualité. Je vais vous aussi un peu expliquer la situation aux Pays-Bas et comment on traite en fait les enfants et les adolescents qui viennent à la clinique avec des problèmes. Donc on parle plutôt de dysphorie du genre. On parle plus pas vraiment du transgenre, mais dysphorie du genre. Donc moi, je suis biologiste et je suis en fait surtout intéressée par la différence sexuelle, donc homme-femme. Et donc mes études, j'ai travaillé beaucoup chez les modèles animaux, j'ai regardé chez la rongeur surtout, et le rôle des hormones dans le développement du cerveau. J'ai regardé le comportement sexuel. Après, je suis arrivée ici à Liège en 2000, donc ça fait presque 18 ans que je suis ici. Je commençais à travailler chez le Seury, toujours avec les mêmes questions un peu dans la tête, comment expliquer la différence sexuelle au niveau du cerveau et aussi du comportement, parce qu'en fait, ces études sont importantes parce qu'on sait bien qu'il y a des différences sexuelles, les hommes et les femmes ne réagissent pas les mêmes aux médicaments, et c'est pour ça toujours je dis qu'il faut regarder comment les hormones peuvent influencer le cerveau et tout le métabolisme. Un peu par hasard, en fait, il y a 8-9 ans,
que j'ai eu l'opportunité d'écrire un projet avec des collaborateurs à Amsterdam, justement à l'université, vraie université, le centre médical, où il y a vraiment un grand centre d'expertise justement sur la dysphorie de genre et aussi, évidemment, aussi pour les gens qui ont des troubles de différenciation sexuelle. Et donc, on a vraiment développé un grand projet dessus. Parce que justement, comme moi, je suis très intéressée par le rôle des hormones pendant le développement, mais aussi un peu plus tard, pendant la puberté et l'adolescence. Ça colle vraiment bien, parce que je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait donc, aux Pays-Bas. En fait, ça manifeste assez tôt. Il y a des enfants qui sont vraiment très jeunes, un âge 5-6 ans, qui font vraiment s'ils ne se sentent pas bien dans leur corps et qui viennent chez le docteur et disent que bon voilà, je me sens comme je suis né dans le mauvais corps. Et en fait, donc souvent ils vont tous dans cette même clinique parce que là, c'est vraiment un team, une équipe très multidisciplinaire. Il y a des endocrinologues, il y a des neuropsychologues, il y a un psychiatre, il y a de tout. Ces enfants viennent avec leurs parents, évidemment, et ils sont bien suivis. On va les interviewer, on a plusieurs tests qu'on va faire, et vraiment essayer de comprendre pour voir s'il n'y a pas un autre problème. On va regarder s'il n'y a pas un problème au niveau hormonal, par exemple, qui pourrait expliquer pourquoi ils se sentent si mal dans leur corps. Finalement, ils sont vraiment suivis, et à un moment donné, ça c'est à partir de 12 ans, c'est très important, ils peuvent, s'ils veulent bien d'être traités avec des inhibiteurs de puberté. Donc en fait, c'est vraiment un traitement qui est mis en marche par Cohen-Ketenis. C'est vraiment un pionnier dans cette façon de réfléchir dessus. L'idée, c'est de donner aux enfants, aux adolescents, plus de temps de bien pouvoir réfléchir sur leur identité sexuelle. Donc à partir de 12 ans, on va juste inhiber la puberté, donc ils n'ont plus des hormones sexuelles, et ce qu'on va inhiber, c'est évidemment le développement de caractéristiques secondaires qui souvent sont très douloureuses justement pour ces enfants-là. Ils peuvent toujours arrêter quand ils veulent. Il n'y a aucune force. Il faut aussi qu'ils sont vraiment dans un environnement bien supporté par les parents, donc ça doit être un environnement stable. Et quand ils arrivent à 16 ans, ce moment-là, ils peuvent, s'ils veulent, évidemment, recevoir donc un traitement hormonal. Ce seront donc des androgènes pour les filles qui souhaitent devenir des garçons, et des garçons reçoivent les œstrogènes. À partir de 18 ans, ce moment-là, ils peuvent, encore s'ils veulent, il n'y a rien d'obligatoire, ils peuvent, ce moment-là, demander de faire une opération. Je trouve que ce traitement est vraiment très libre. On donne vraiment de temps aux enfants de réfléchir sur l'identité du genre. Et en fait, on voit bien qu'ils vont bien. Ils vont assez bien. Ils se sentent vraiment bien acceptés par leur environnement. Pour moi, c'était une question très intéressante parce que comme je suis intéressée par les hormones, j'étais intéressée pour voir si la puberté est encore aussi un rôle important justement dans le développement du cerveau et aussi au niveau de l'identité sexuelle. Et donc, on a fait toute une série des études en imagerie cérébrale, justement, pour regarder certaines structures et fonctions du cerveau chez les enfants avant qu'ils ont commencé avec le traitement pour inhiber la puberté, mais aussi chez les adolescents, juste avant et après d'avoir reçu des hormones. Et voilà, donc on a trouvé, je ne vais pas encore raconter tout, évidemment, qu'on a fait, mais je trouve cette idée de pouvoir vraiment suivre les enfants et d'aider, je trouve ça c'est vraiment très, très bien fait ici. Et je trouve c'est un peu dommage pour moi, en voyant la situation en Wallonie, que ça n'existe pas encore ici. Maintenant, je sais bien en Belgique, en Flandre, ça commence vraiment maintenant à être le cas. Il y a un groupe en Gand qui traite les enfants ou des adolescents. Et donc, c'est un peu ce que je voulais un peu dire. Donc voilà, moi je vais vraiment, comme je dis, j'ai en réalité plutôt intéressée par les différences sexuelles et voilà, je suis un peu roulée dedans par hasard, mais je trouve évidemment que ça reste un sujet très, très intéressant. Merci. Merci. Alors, je vais me mettre par là pour le micro.
Et voilà, nous allons pouvoir maintenant entendre le troisième intervenant de ce Café des Sciences, qui est plutôt du côté de la loi. Et donc voilà, nous allons demander à Monsieur Peters, qui est titulaire d'un master en droit de l'Université de Liège, qui a poursuivi ses études au Québec, qui s'intéresse de près au notariat et qui est assistant à la faculté de droit dans le service de droit familial, de revenir sur la nouvelle législation en la matière. Merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, moi ici, vu que c'est un débat ici de 5 à 10 minutes, une intervention de 5 à 10 minutes, je vais être assez bref à ce niveau-là. En fait, l'exposé va se diviser en deux parties. D'abord, un peu expliquer finalement le contexte, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette loi de 2017, et alors expliquer ensuite, dans un deuxième temps, la procédure finalement que le législateur a mis en place pour les personnes transgenres ici. Et alors, je précise une chose aussi, je vais vraiment être assez descriptif. Si à un moment donné, vous voulez, s'il y a des questions, de personnes qui veulent poser des questions, sur comment ça se passe au niveau de la loi, ou s'il y a des critiques à faire au niveau de la loi, là évidemment on reviendra dessus, mais plus, je pense, au niveau du débat. Donc je commence tout de suite ici. Pour expliquer en fait le contexte de cette nouvelle loi de 2017, qu'est-ce qu'elle permet en fait? Elle permet de modifier le sexe qui est enregistré dans l'acte d'état civil. Donc la première chose que je dois vous expliquer, c'est qu'est-ce que c'est un acte d'état civil. Un acte d'état civil, en fait, c'est un document officiel qui est conservé et qui va être rédigé entre guillemets par l'État et qui contient en fait des informations sur l'état des personnes. Alors l'état des personnes en droit, c'est quoi? C'est l'ensemble des qualités des personnes, des qualités qui sont dotées d'effets juridiques et qui s'expriment sur différents plans. Il y a un plan individuel, ça c'est typiquement le nom, le ou les prénoms et le sexe. Sur un plan familial aussi, donc savoir si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, si vous avez des enfants par exemple, et alors un volet un peu plus citoyen, donc ça c'est typiquement le domicile et les questions de nationalité. Et qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de l'état des personnes, c'est que on ne peut pas le changer, on ne peut pas l'établir comme on veut. En fait, le législateur considère que c'est quelque chose d'assez important. Et donc, il a prévu toute une série de procédures, toute une série de marches à suivre, je vais dire, si vous voulez établir un acte d'état civil ou si vous voulez le faire modifier. Donc, en fait, si je devais résumer en une phrase, les actes d'état civil qui vous concernent, c'est un peu, entre guillemets, votre réalité juridique, en fait. Et quel est le problème qui va se poser avec ces actes d'état civil? C'est tout simplement que durant toute votre vie, c'est tout à fait possible que votre réalité vécue, en fait, ne corresponde pas à la réalité juridique. Je vais prendre un exemple vraiment tout simple et qui normalement va parler à tout le monde. Quand vous déménagez, vous allez changer d'appartement, vous allez vous installer, mais pour changer de domicile, pour que votre adresse officielle, je vais dire, soit l'adresse où vous résidez maintenant, il va falloir passer devant la commune et suivre toute une série d'étapes pour pouvoir changer de domicile. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que votre réalité vécue, l'endroit où vous vivez, ne correspond pas à votre réalité juridique, c'est-à-dire le domicile. Et en fait, pour les personnes transgenres, finalement, c'est un problème de ce type-là qui se pose. C'est-à-dire que la réalité juridique ne correspond pas à la réalité vécue. Alors j'ai parlé dans les actes d'état civil qu'on mentionne notamment le sexe de la personne. En fait, pour être plus précis, c'est dans le premier acte d'état civil d'une personne, c'est l'acte de naissance. En droit belge, dans les mentions que la personne qui est compétente, qui s'appelle l'officier d'état civil, va devoir indiquer dans l'acte de naissance, il y a notamment le sexe de l'enfant. Alors on a entendu ici les deux autres intervenants qui ont un peu expliqué finalement que cette notion de sexe finalement était peut-être un peu dépassée, mais il faut savoir que les actes d'état civil, c'est inscrit dans notre code civil et que le code civil, même s'il a évidemment été modifié et réformé à de nombreuses reprises, c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Donc c'était une époque où on ne se posait pas trop la question finalement du genre. Ce qui fait que dans votre acte de naissance, on va inscrire si vous êtes du sexe masculin ou du sexe féminin. Et pour déterminer si vous êtes du sexe masculin ou féminin, on va servir des caractéristiques morphologiques externes. Mais évidemment, pour une personne transgenre, le problème, c'est que cette mention-là ne correspond peut-être pas forcément, comme je l'ai dit, à la réalité vécue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là qu'est-ce que le législateur a mis en place, je vais dire, pour pallier à ces problèmes? Ici, pour faire bref, je vais passer directement à la première loi que le législateur a faite. C'est une loi qui est finalement pas si ancienne, c'est une loi de 2007.
qui va permettre en fait à certaines personnes transgenres, je vais m'expliquer juste après, de faire modifier le sexe qui a été enregistré dans l'acte de naissance. Mais je vais vous le dire directement, cette loi-là, dès qu'elle a été sortie, elle a été critiquée, et elle a été critiquée en fait pour plusieurs raisons. D'abord, elle ne visait que les personnes transsexuelles. Alors, je ne vais pas revenir sur la distinction, je pense qu'on l'a expliqué ici auparavant. Donc, elle ne visait finalement qu'une petite partie, une petite réalité, je vais dire, de ce que peuvent représenter les personnes transgenres. Ça, c'était la première critique qu'on pouvait faire. La deuxième critique, c'est qu'elle avait une approche purement et uniquement médicale. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait les personnes transsexuelles comme des personnes en souffrance, mais une souffrance de type pathologique, et donc finalement, c'était entre guillemets la moindre des choses que de leur permettre de modifier le sexe qui était inscrit dans l'acte d'état civil. Et enfin, la troisième chose, et je pense que c'est le plus important, parce que c'est ça qui va me permettre de passer à la loi 2017, c'est que à peu près au même moment a commencé à se développer en fait tout un mouvement au niveau du droit international et droits de l'homme. Alors le droit international et droits de l'homme, c'est, si vous voulez, tous les textes traités internationaux qui vont s'intéresser aux droits de l'homme et qui en fait se sont intéressés, donc des personnes qui se sont intéressées typiquement à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle, mais sous le prisme des droits de l'homme. Et ils ont eu finalement un mot d'ordre, un principe, c'est le principe d'autodétermination. Le principe d'autodétermination, c'est de dire, finalement, en fait, c'est la personne qui est le mieux à même de déterminer quel est son genre. Et ici, pour les actes d'état civil, finalement, si une personne veut faire modifier le sexe qui est inscrit dans son acte de naissance, au final, ça ne regarde que lui. Et il ne faudrait pas mettre des conditions, par exemple, d'attestation d'un psychiatre, d'un médecin, etc. Et ça, c'est ce qui va amener finalement à la loi de 2017. En tout cas, c'est la volonté qui est affichée par le législateur, qu'il répète de nombreuses fois. Il dit, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'autodétermination et de respecter le principe d'autodétermination de la personne. Alors ici, je vais expliquer, donc, comme je vous dis, vraiment très rapidement comment fonctionne cette loi de 2017, quelle est la procédure à suivre finalement pour une personne transgenre qui voudrait modifier le sexe qui est indiqué dans son acte d'état civil. En fait, finalement, il y a deux étapes, deux déclarations en fait. Donc tout se fait devant l'officier d'état civil. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais l'officier d'état civil, c'est en gros la personne qui est responsable des actes d'état civil et chez qui on va se retrouver quand on veut faire une modification d'un acte d'état civil en général. Donc il y a une première déclaration à faire. La déclaration, c'est uniquement dire que depuis un certain temps, on a la conviction intime d'appartenir au sexe ou au genre opposé, en tout cas à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance. Alors une fois que c'est fait, l'officier d'état civil a plusieurs obligations à remplir, mais ça, je ne rentre pas dans les détails ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, alors la modification ne se fait pas tout de suite, parce qu'il faut attendre un certain délai. Le délai, c'est minimum 3 mois, maximum 6 mois. Et dans ce délai, la personne transgenre va devoir revenir devant l'officier d'état civil, faire une nouvelle déclaration, en fait dire exactement la même chose, mais à quelques mois d'intervalle. Et là, l'officier d'état civil va rédiger en fait un nouvel acte qui va faire mention du nouveau sexe et surtout va modifier les actes d'état civil existants de la personne, donc pour que soit fait mention en fait du nouveau sexe. Alors, je vais terminer ici juste par une chose, c'est par parler des personnes mineures. Pourquoi parler des personnes mineures? Parce que je ne sais pas si on a insisté là-dessus au niveau des deux autres intervenants, mais c'est un problème en fait, enfin un problème, c'est une thématique, les personnes transgenres, ça va souvent arriver à des périodes de vie, avant 18 ans en fait, avant l'âge adulte ici. Et la procédure que je vous ai décrite ici, en fait, c'est une procédure qui vaut pour les personnes majeures, mais qu'est-ce qu'on fait pour les personnes mineures finalement? Le législateur permet aussi aux personnes mineures de faire modifier le sexe qui est inscrit dans l'acte d'état civil. Mais là, attention, il y a des conditions supplémentaires. D'abord, il y a l'attestation d'un pédopsychiatre. Alors attention, l'attestation du psychiatre ici, en tout cas en théorie, c'est censé être uniquement pour vérifier si le mineur a la faculté de discernement nécessaire pour faire la modification. Et surtout, et malheureusement, mais ça je propose qu'on y revienne peut-être par après dans les débats, le législateur a placé en fait un âge minimal, c'est-à-dire qu'en dessous de 16 ans, c'est impossible de modifier le sexe qui est enregistré dans l'acte de naissance. Donc c'est uniquement à partir de 16 ans. Voilà, donc ici, je vous ai dit, c'était une approche sur vol assez descriptif, mais encore une fois, je pense que dans les débats, si vous avez des questions ou des
éventuellement des précisions, des critiques à formuler, on y reviendra peut-être par après ici avec les questions. Merci beaucoup.